La première question, pour le vote à 16 ans, est-ce que vous êtes pour ou contre? Oui, on est pour le vote à 16 ans. Le prix de l'essence, qu'est-ce que vous faites? Plein de choses, il faudrait bloquer les prix, c'est à minima, même diminuer, mais après nous on va plus loin, c'est la question de l'expropriation en fait de Total et puis des autres multinationales. C'est l'idée de reprendre le contrôle en fait et de faire un véritable service public de l'énergie, donc un contrôle public, un contrôle de la population, mais là on imagine bien le combat politique qu'il faut mener. L'essence, ce sera à prix fixe? Il y aurait un... Bon après, on rentre pas dans tous ces détails-là, parce qu'après c'est la question... Parce que non, certains candidats disent, bah là, moi je bloque à 1,80 €, d'autres à 1,70 €. Est-ce que vous avez un chiffre précis, non, on sait pas. On sait que c'est pas juste la question des prix, c'est aussi la question des revenus pour tout le monde. Et donc c'est l'augmentation des revenus, c'est des services publics. Et puis là, pour la question de l'énergie, c'est un véritable service public qu'il faut mettre en place. Il y a la question aussi des produits de première nécessité, notamment au niveau de la TVA. La TVA, elle est à 20%. Qu'est-ce que vous faites? Vous la bougez? Vous bloquez les prix? La suppression de la TVA, c'est un impôt particulièrement injuste parce qu'il est payé de la même manière par les riches et les pauvres. Donc en fait, c'est radical. On supprime la TVA. Mais pas que sur les produits de première nécessité. Non, sur toute la TVA, ouais. Ok. Question suivante aussi sur le cannabis. Qu'est-ce qu'on fait? On légalise ou pas? Oui, on légalise, ouais. Ça fait longtemps qu'on le dit. J'ai vu qu'il y en avait d'autres qui commençaient à le dire. Voilà, ouais, ça paraît le minimum à faire aujourd'hui. L'âge de la retraite, pour vous, ça bouge ou pas? Oui, il faudrait revenir à minima à la retraite à 60 ans, quoi, et puis 55 ans pour les travaux pénibles. Il se trouve que les travaux pénibles, il y en a de plus en plus. Donc en fait, ça pourrait même être la discussion sur une retraite à 55 ans pour tout le monde. Voilà, et ça va avec aussi l'idée de la réduction du temps de travail, parce qu'en fait, on n'est pas, il y a une productivité qui augmente, et puis il y a beaucoup de chômage et de précarité. Donc la logique voudrait, c'est comme un simple raisonnement mathématique, c'est de partager le travail entre toutes et tous, et ça suppose que tant qu'il y aura du chômage et de la précarité, il faudra aller dans le sens de la réduction du temps de travail, dans le sens d'une avancée de l'âge légal du départ à la retraite. Vous parlez souvent des multinationales, des riches, on réinstaure un impôt sur la fortune? À minimum, l'impôt sur la grande fortune, l'impôt sur les sociétés et les bénéfices, l'impôt sur le revenu avec une forte progressivité. Mais au-delà de ça, la répartition des richesses, c'est la question de la propriété. En fait, nous, on est pour des secteurs entiers de l'économie qui soient concernés par l'expropriation et la socialisation, les banques, l'énergie, la santé. Voilà, on pense que c'est incontournable. C'est le moyen le plus efficace pour discuter de la répartition, de la redistribution des richesses, et donc autant la reprendre avant qu'elle soit accaparée par les riches. La question des transports en commun, gratuits ou pas? Oui, c'est à la fois une réponse sociale et une réponse environnementale. C'est de développer les transports collectifs, et la gratuité des transports collectifs, pour nous, c'est la condition qui permet de se débarrasser du tout voiture et du tout camion, parce que c'est pas juste les voyageurs, c'est aussi le transport des marchandises. Donc on est pour, en tout cas pour les voyageurs, un transport gratuit collectif, et de le développer. Alors on sait que dans les zones rurales, c'est pas le même problème exactement que dans les agglomérations, où là on voit bien qu'il y a besoin de développer le transport, les voies ferroviaires, enfin réouvrir les lignes, mais en tout cas c'est aller dans ce sens-là, c'est une politique volontariste, et derrière c'est encore une fois un service public du transport, parce qu'on ne pourra pas y arriver dans les cadres des logiques, en respectant la logique du privé ou de la rentabilité. Il faut absolument, encore une fois, un service public qui permette justement d'aller dans ce sens-là. Et l'Europe, on y reste ou on la quitte? L'Europe, nous, on est pour une Europe sociale et solidaire, collective, donc une Europe anticapitaliste. Donc en fait, c'est reconstruire l'Europe, détruire celle qui a été construite aujourd'hui, donc enlever tous les traités, et puis après créer les conditions d'une véritable Europe où les peuples peuvent fonctionner ensemble et coopérer. Donc c'est déjà un service bancaire public, et puis harmonisation du droit social partout, dans tous les pays. C'est l'ouverture des frontières. Enfin voilà, c'est vraiment une Europe solidaire, et puis qui est pas Schengen, qui est pas la politique de Frontex, la fermeture des frontières extérieures au monde des migrants. Donc voilà, c'est forcément là aussi la reconstruction d'une Europe qui soit beaucoup plus ouverte. Vous dites l'ouverture des frontières, c'est-à-dire au niveau de l'immigration, c'est ouverture totale, on calcule plus les frontières. Ouais, nous on est pour un monde, alors on nous dit qu'on est des rêveurs, pourquoi pas, on l'assume, irréaliste, on pense pas, parce qu'il n'y a pas de raison de construire un monde sans frontières. Il se trouve qu'il y a eu une époque dans la préhistoire où Homo sapiens a pu traverser les continents sans problème de douane et de frontières. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que ce soit pas possible. Donc oui, on pense qu'il faut se sortir de cette sorte de situation où on est piégé dans des frontières, voilà, où on nous dit on est mieux à l'abri derrière, et puis du coup on voit l'autre peuple ou l'autre population comme une étrangère et comme un danger pour nous. Donc oui, on est véritablement pour la disparition des frontières en réalité. Donc c'est la liberté de circulation, la liberté d'installation, et c'est arriver à la fois à combattre tous les réflexes chauvins, nationalistes, patriotiques, et puis en même temps de voir comment on peut construire justement un monde qui repose sur la coopération des uns des autres. Ça ne veut pas dire qu'on fait disparaître les cultures, parce qu'en même temps on est pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'actualité avec la Corse pose aussi ce problème-là. En tout cas, c'est cette idée-là d'arriver
à la fois des populations qui s'autogèrent et en même temps de voir comment tout ça, ça peut se passer sous la forme d'une coopération et d'une solidarité. Il y a toujours la question de l'accueil qui est en cause. On sait que par exemple en France, on a 300 000 personnes qui vivent dans la rue. Comment aujourd'hui on arrive à accueillir les réfugiés, les migrants dignement? Ben, ça ne s'oppose pas justement, c'est qu'il y a largement les moyens, je ne sais plus combien, il y a plus de 3 millions de logements vides en France, enfin, il y a largement les moyens d'accueillir des gens. En fait, c'est à la fois évidemment les personnes qui sont sans domicile fixe ou sans logement, il y en a à peu près 300 000, et puis il faut aussi compter les plus de 4 millions de personnes en France qui sont très très mal logées, qui sont dans des conditions insalubres. Et en plus de ça, ben oui, il y a les réfugiés ou les personnes migrantes qui cherchent à vivre dans des conditions un peu meilleures que là où elles sont. Bon, ben voilà, c'est tout ça, mais ça suppose aussi avoir si on discute d'une Europe sociale et solidaire, on peut aussi voir comment ces choses-là peuvent se faire en coopération entre les différents pays. Mais en tout cas, c'est un objectif politique et nous, on pense qu'il n'y a aucune raison de raisonner étroitement en disant ben non, on va. D'autant plus qu'en fait, on fait partie de pays comme la France qui ont des responsabilités sur la misère du monde entier à travers les siècles de colonialisme, de pillage des richesses. Donc en fait, il y a aussi cette question-là qui nous est posée. C'est donc en fait avoir une vision très solidaire des autres et très accueillante. Alors, les questions de la communauté brute, sur cette tablette, je vous laisse commencer par la première que je vais vous mettre à l'écran. Ah ouais, là c'est écrit plus gros. Voilà, que je vous laisse lire. Quelles seraient vos mesures pour faire face à la crise écologique? Alors, des mesures, après c'est plein de choses, mais en fait, ce qui se dit partout, c'est le combat contre les énergies fossiles, enfin sortir des énergies fossiles. Mais nous, en plus, on est anti-nucléaire et farouchement anti-nucléaire, donc on pense que il faut sortir aussi du nucléaire le plus vite possible parce que c'est hyper dangereux, les déchets nucléaires, les réacteurs vieillissants, voilà. Puis c'est aussi polluant parce que c'est l'extraction de l'uranium en Afrique, le transport, enfin tout confondu. Donc ça reste de toute façon une énergie polluante. Donc après, c'est comment on articule tout ça, la sortie de ces énergies-là, le développement des énergies renouvelables, et après, à côté de ça, c'est le gaspillage le gaspillage parce que le monde capitaliste produit beaucoup de choses inutiles. Il y a aussi les délocalisations, l'achat des marchandises à des dizaines de milliers de kilomètres. Enfin, il y a toute une économie à réorganiser. Et nous, on pense que tout ça, ça passe par du service public. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'expropriation, notamment de Total et d'autres multinationales, et de voir comment on fabrique des outils de production d'énergie, de distribution d'énergie qui soient cohérentes et qui permettent d'avoir comme seul souci la réponse aux besoins des populations et aussi la protection de l'environnement. Il y a aussi la question de l'indépendance énergétique de la France, justement dans cette période où on voit cette inflation énorme qui est liée notamment à ce qui se passe en Ukraine. Comment on fait demain pour que la France puisse avoir moins de dépendance par rapport à d'autres pays? Alors nous, on ne raisonne pas tellement comme ça, même pas du tout. L'indépendance de la France, ça n'a pas trop de sens pour nous parce que l'indépendance de la France, en général, ça sert à justifier les profits des grands capitalistes français, des grosses multinationales. Donc en fait, c'est surtout comment on répond aux besoins des populations. Alors la souveraineté, à la limite, ce serait plus la souveraineté des peuples ou des populations. Mais en tout cas, il faut apprendre aussi à raisonner comme ça. C'est comment par en bas, on arrive à discuter d'une société qui fonctionne avec des services publics, d'une économie qui est juste tournée vers la satisfaction des besoins des gens et pas dans les logiques du privé, des logiques de rentabilité ou de productivité. C'est ça qu'il faut aussi arriver à mettre en place. Donc en fait, la question de l'énergie, elle est au centre de tout ça, parce qu'on le voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, puis on le voit de toute façon avec la catastrophe planétaire, parce que c'est quand même un des problèmes principaux du dérèglement climatique. Et donc il faut absolument des outils économiques qui soient sous contrôle de la population. Et la question de l'environnement, c'est aussi l'agriculture. C'est pareil, c'est se sortir du productivisme de l'agriculture, et ça sera la seule façon d'arriver à arrêter l'utilisation des produits chimiques qui sont source aujourd'hui à la fois de pollution, y compris d'émissions de gaz à effet de serre, mais en même temps de destruction de l'environnement, des écosystèmes, de la biodiversité, et puis les conséquences sociales qui sont aussi très mauvaises, la malbouffe et tout ça. Donc voilà, on a sur la question de l'environnement, il y a un gros chantier, mais à chaque fois ce sont des ruptures avec les logiques capitalistes, et c'est effectivement ou la socialisation ou la collectivisation. En tout cas, c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à discuter et mettre en place rapidement. Je vais se voir en swipant pour la question suivante. Je fais comment? Comme ça. Je balaye. Bonjour, alors je voulais savoir s'il y avait dans votre programme quelques mesures qui étaient favorables au bien-être animal. Alors oui, le bien-être animal, en tout cas j'en parlais juste à l'instant, c'était la question de l'agriculture productiviste, donc les élevages intensifs. Et nous, on est pour un retour à la petite paysannerie, à la petite parcelle, et justement à au moins des élevages, des petits élevages d'animaux. Ça se pratique aujourd'hui de plus en plus. C'est une forme de paysannerie militante, et ça n'a rien à voir avec les élevages intensifs. Donc déjà, on répond d'une part à la souffrance animale, en faisant en sorte que l'élevage se passe dans la nature. Il y a des cochons gascons, il y a tout ce qui peut se passer comme ça. Et c'est vrai qu'il y a au moins, même si ça se finit mal pour l'animal à un moment donné, parce qu'il reste destiné
destinés à l'alimentation humaine, mais en tout cas, c'est des conditions de vie tout autres. Après, nous, on est d'accord avec l'idée qu'il faut se sortir de plus en plus de la consommation de la viande, et petit à petit, en tout cas, ce sont des choses sur lesquelles on peut aller, vers lesquelles on peut aller, c'est de consommer de moins en moins de viande, d'avoir une sensibilisation là-dessus, et puis effectivement de se passer de plus en plus de tous ces élevages-là. Mais dans un premier temps, en tout cas, on peut déjà éviter des élevages qui sont complètement dingues, et heureusement qu'il y a L214 et d'autres assos qui arrivent à sensibiliser en montrant des images qui sont terribles, parce que c'est la souffrance animale, mais c'est aussi la souffrance des salariés qui bossent là-dedans, parce que c'est eux qui sont amenés quand même à travailler dans des conditions assez terribles. Après, il y a les cirques interdits avec animaux, enfin toutes ces choses-là qui sont déjà de toute façon en train de se mettre en place. Il y a la question de la chasse. Nous, on est pour l'interdiction de la chasse de plus en plus, en tout cas de restreindre le plus possible les moments où on chasse, à la fois dans le temps et dans l'espace. Bon, voilà, c'est plein de questions comme ça, mais ça fait partie effectivement de nos programmes. Je vais voir la question suivante. Hop, alors. Quelles sont vos idées pour venir en aide aux étudiants ? Étudiants, étudiantes. Eh bien, nous, on est sur l'idée déjà, mais on n'est pas les seuls à le défendre, c'est la question d'un revenu d'autonomie pour la jeunesse, 18-25 ans. Alors, ça concerne essentiellement les étudiants et les étudiantes, mais ça concerne toute la jeunesse, quoi. C'est l'idée qu'ils puissent être autonomes, indépendants de leurs parents, de leur famille, et quel que soit le milieu social auquel ils appartiennent, parce que c'est pas juste parce qu'ils sont pauvres, c'est aussi un peu tout le monde. On pense déjà à la question de l'autonomie, et puis après, la question de pouvoir subvenir à ses besoins. Et donc, ça suppose un revenu minimum. Alors nous, on le situe à 1 400 € à peu près. On a du mal avec ça parce qu'on ne sait pas trop. Le revenu minimum, ce serait l'État qui le verserait, c'est ça ? Ouais. Ben, en fait, on est dans l'idée, mais là, on sort du cadre de la jeunesse. C'est l'idée d'une sécurité sociale généralisée qui permet d'assurer un revenu, garantir un revenu à toutes les personnes indépendamment des accidents de la vie. Ben, c'est le principe de la sécurité sociale, mais qui va beaucoup plus loin, dans le sens où dès qu'on n'a plus de boulot, en fait, c'est déconnecter en fait le revenu du travail, quoi, parce qu'aujourd'hui, on voit le chômage, mais aussi on voit les invalidités, la grosse difficulté pour les personnes en situation de handicap, celles et ceux qui sont en retraite avec souvent des pensions insuffisantes, les demandeurs ou les demandeuses d'emploi. Donc on s'aperçoit qu'il y a plein de raisons aujourd'hui qui fait qu'on peut ne pas avoir de boulot. Donc c'est l'histoire d'un revenu qui permet d'assurer une vie décente, et nous on le fixe à 1 800 € net. Voilà, c'est pas un chiffre qui est fixé au hasard, on pense que, et puis c'est à peu près ce que ça, on peut calculer. Net quand ceux qui travaillent ou tout le monde, un revenu net, parce que le problème c'est qu'il y en a plein qui n'ont pas de travail, et ils n'ont pas de travail pas parce qu'ils veulent pas travailler, ils n'ont pas de travail parce qu'il y en a pas, ou parce que ce que je disais, c'est soit des problèmes d'invalidité, soit des problèmes d'âge quand on est à la retraite, soit des problèmes parce qu'on est au chômage. Donc il faut assurer, et ça c'est une véritable sécurité sociale qui permet justement d'assurer ou de garantir un revenu pour tout le monde. Et donc dedans il y a effectivement un revenu d'autonomie de la jeunesse que nous on fixe pas forcément à 1 800 € parce qu'on essaie de voir, mais à la limite c'est aussi tous les problèmes de la société. Une fois qu'elle est organisée différemment, on peut imaginer que en fait une fois que les richesses sont bien en place, enfin bien gardées pour la collectivité, on peut imaginer que la société serait riche de plein de choses et qu'elle pourrait justement répondre à tous les besoins de la société. Donc on est dans cette idée-là. Donc en tout cas, c'est de fixer, de partir du principe qu'il faut un minimum vital pour toute la population. Je vais voir la question suivante. Quelles seront vos mesures pour réformer le programme scolaire très mal adapté pour les jeunes aujourd'hui ? Bon, sur ces questions-là, je suis pas du tout compétent, enfin comme sur plein d'autres d'ailleurs, pas compétent pour discuter précisément de ça, mais il est évident que le système scolaire, il faut le transformer profondément. Il y a d'abord les moyens qu'il faut donner en recrutant massivement des enseignants, en les formant, mais aussi en recrutant un personnel adulte, que ce soit ce qu'on appelle les surveillants, le personnel administratif, et même y compris de mettre des services de santé dans les écoles, enfin partout. Ça, pour nous, c'est fondamental. Donc, ce sont des moyens pour ce service public-là. Donc, il y a un côté de finances pour pouvoir redévelopper ces structures. Et après, il y a la question évidemment pédagogique, les cours. Donc ça pose le problème de la liberté, de l'indépendance aussi du monde enseignant. Contrairement à ce que dit Blanquer, nous on pense que on n'est pas obligé de défendre la République, surtout avec les valeurs qu'elle a et qu'on ne partage pas, des valeurs de domination ou d'oppression. Nous on est pour une éducation libre, mais c'est vrai que ça pose le problème d'une réflexion sur la pédagogie, sur les cours, sur comment on raconte l'histoire, sur comment on transmet le savoir, les connaissances en sciences, en culture, en art, enfin tout ce qu'on peut. Donc oui, il y a quelque chose à revoir, mais là je pense qu'il y a des réflexions et des compétences qui permettraient de préciser, de donner un contenu plus précis sur le programme scolaire. Je vous entends à l'instant, c'est la première fois que vous dites « je », alors que depuis le début, vous dites « nous ». C'est quoi la différence là ? Par exemple, vous n'avez pas forcément la réponse, vous le prenez pour vous et
c'est une vision collective, c'est comment expliquez-nous un peu? Ah ben là c'est le jeu, là, le manque de compétences c'est le jeu forcément parce que le parti collectivement il les a, il y a des camarades qui sont ou directement qui travaillent dans l'éducation nationale ou qui travaillent un peu sur ces choses-là, mais moi et quand c'est très précis il y a des tas de choses que je peux pas dire et là je dis jeu effectivement et après je dis on quand je porte le programme du parti dans la campagne. C'est rare d'entendre un candidat qui va dire moi je sais pas, alors certains vont dire que c'est amateur, d'autres vont dire c'est honnête. Je sais pas. Je sais pas si c'est amateur. Un peu par rapport à ça, justement. Non, mais en fait, c'est d'abord, on n'est pas du tout dans l'idée de la candidature présidentielle où c'est celui ou celle qui sait tout. D'ailleurs, moi, je rentre pas tellement dans la posture du futur président. D'abord, on peut pas l'être, et puis on veut pas l'être non plus. Mais je suis un porte-parole, voilà, et j'essaie de porter la parole des idées de notre parti, mais pas que, même au-delà, parce qu'on fait pas une campagne juste pour le NPA. On essaie de porter une parole plus large du camp des opprimés, enfin de celles et ceux qu'on côtoie et donc oui c'est le nous et ce nous là il suppose pas, enfin moi ça suppose pas que je sache tout en fait et ça n'a aucun intérêt en plus de jouer à ce rôle là. Après c'est comment en tant que militant on peut participer à quelque chose et c'est pour nous en tout cas l'élection c'est une mission militante en fait. Je vous laisse voir la question suivante. Je vous laisse lire. Alors, je dis pas les noms, hein, je dis juste la question. Vous pouvez le faire aussi, hein, citer le nom avec. Là, c'est Guillaume, visiblement. Donc, que ferez-vous contre les inégalités femmes-hommes? Ouais, ben là, c'est quelque chose qui est beaucoup d'actualité parce qu'il y a eu le 8 mars il n'y a pas longtemps, donc journée de mobilisation pour les droits des femmes au niveau international. Et on est dans une actualité où les féminicides et les violences faites aux femmes sont omniprésentes, hein, y compris des personnages au gouvernement, des personnages dans le milieu sportif, dans tous les milieux sociaux. On voit aujourd'hui pas mal d'histoires. Et donc on voit par contre que dans la société, ça n'évolue pas comme on pouvait l'espérer. Concrètement, aujourd'hui, à même poste. Ah oui, là, c'est sur la question du salaire. Moi, j'étais sur une question un peu générale sur les inégalités et puis les formes de salariale et les. Ouais, il y a parce qu'au départ, parce qu'en fait, l'inégalité salariale, c'est un peu le résultat aussi d'une société de domination, le patriarcat et la société de domination et d'oppression. Elle a pour conséquence à la fois les violences dans les relations, et puis ça se traduit aussi par une conception toute bizarre, mais qui est très répandue. C'est qu'en fait, une femme n'est pas payée pareil qu'un homme, et donc il y a une inégalité. Nous, on est pour être hyper strict là-dessus parce que ça fait longtemps qu'il y a des lois et qu'il y a même ce qu'on appelle les négociations annuelles obligatoires dans les entreprises. Et dedans, il y a la partie égalité femmes-hommes qui est négociée annuellement dans les entreprises. Et on s'aperçoit que ça change pas vraiment et même pas du tout puisque l'écart de salaire, il reste à peu près à 23%, 25%. Alors, c'est 5,3% à poste égal. Voilà, à poste égal, c'est évidemment, nous, on prend tout complet parce qu'évidemment, ça résout pas tout à poste égal parce que c'est facile de justifier qu'une femme, elle va pas avoir un poste compétent ou pas un poste qualifié. Donc, du coup, l'écart de salaire, il devient beaucoup plus important. Mais nous, on est pour une égalité stricte, c'est-à-dire, en fait, l'égalité obligatoire, immédiate, et puis sanctions. On sanctionne les entreprises, sanctions. Et sanctions, c'est alors là, la sanction financière, ça peut être, à un moment donné, s'ils sont pas capables de gérer une entreprise en respectant l'égalité des droits pour toutes et tous, et il n'y a pas que la question du salaire, on peut discuter des droits en général, là, ça peut être aussi, à un moment donné, stop, c'est fini, expropriation. Donc, on est sur l'idée, effectivement, de sanctions très sévères et de pas tolérer ce genre de choses, parce que de toute façon, on le voit bien, ça dure, et puis en fait, c'est à chaque fois des résistances, des manifs, des combats qu'il faut mener pour arriver à grignoter un peu dans les droits, dans l'égalité des droits. Donc ça, c'est aussi un problème politique de fond. La question suivante, que je vous laisse lire. Par quoi voulez-vous remplacer le capitalisme? Ah ouais. Oui, par quoi nous, on appelle ça du socialisme ou du communisme. Ce sont les vieux noms de l'histoire du mouvement ouvrier. C'était les théoriciens comme Marx, Engels, d'autres après, qui discutaient justement d'une autre société, donc sans propriété privée, sans rapport de domination de classe, donc sans classe qui domine. Et donc, c'était une société socialiste et avec une socialisation de l'économie, avec donc même de l'autogestion. Comment on fabrique ça. Donc c'est ça en fait, le monde de demain. Mais après, comment concrètement on peut le décrire, ça c'est plus compliqué. Mais en tout cas, c'est cette aspiration-là. La question suivante vous permettra de développer un peu ce sujet. Bonjour, comment mettons en place un système anticapitaliste dans une Europe capitaliste? Merci.
Ben oui, en fait, il faut une Europe anticapitaliste. Bon, après, de toute façon, c'est toujours la difficulté quand on représente, quand on défend des idées de rupture ou quand on défend la perspective d'une autre économie, d'une autre société avec des bases complètement différentes. Ça passe par des combats, hein, ça passe par des combats de dizaines de millions de gens, enfin, des populations qui se révoltent. L'histoire, elle est faite de ça. Quand on passe du féodalisme à la société capitaliste, il y a des révolutions entre les deux. Ça se passe pas en douceur. Et nous, on pense que la chute du capitalisme, ça se passera pas en douceur. Alors par où ça commence? Il y a eu des tentatives avec la révolution russe, il y a eu des tentatives, même la Commune de Paris, des expériences de gouvernement des opprimés en essayant de se débarrasser à la fois de la bourgeoisie et puis de ces rapports de domination. Bon, on voit que c'est pas simple, mais bon, c'est des combats qu'on arrive à mener, c'est des perspectives en tout cas qu'on se fixe. Il y a la question justement par rapport au capitalisme. Est-ce que la société, pour vous, elle est prête à entendre ce discours? Je dis ça parce qu'on parle franchement, au niveau des sondages, vous êtes donné entre 1, voire au maximum 2,5%. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes ultra minoritaire dans cette idée-là? Que la société n'est pas prête à entendre ça? Mais la société, ça veut rien dire. La société, c'est qui? C'est quoi? C'est les citoyens, déjà, il y a une catégorie de la population qui a tellement d'intérêt à défendre dans ce monde injuste et égoïste que, évidemment, il y a déjà toute une partie qui veut pas l'entendre. Et après, il y a une partie qui pourrait vouloir l'entendre, qui l'entend, parce qu'il y a un décalage aussi entre les sondages et les résultats des élections et puis la popularité des idées, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui pensent que le monde est pourri, mais qu'on peut pas le changer. Et quand on peut pas le changer, les gens, d'ailleurs, les élections, c'est quand même ça va être plus d'un quart des gens qui ne votent pas déjà. Et puis parmi celles et ceux qui votent, il y en a plein qui votent parce qu'ils pensent qu'il faut voter utile et pas voter pour les idées de son cœur, ou en tout cas pour ses convictions. C'est aussi tous ces problèmes-là. C'est aussi le piège des institutions, c'est le piège de l'élection qui empêche d'exprimer réellement ce qu'on pense. Donc nous, on est là quand même, en ayant conscience d'un rapport de force hyper défavorable, en ayant conscience qu'effectivement ce qui se passe dans la rue, c'est plutôt la résignation, c'est plutôt un sentiment d'impuissance, mais la colère ou la révolte contre les inégalités du capitalisme sont réelles. Contre les oppressions, contre les dominations, tout ça c'est réel, c'est dans la tête des gens, mais comment on s'en débarrasse? C'est ça la difficulté. Et nous on est en train de dire, écoutez, il faut qu'on relève la tête, il faut qu'on se batte, qu'on s'organise, qu'on milite et tout ça. Puis il y a plein de gens qui disent, ouais ok c'est sympa, mais là franchement j'ai pas la force de. Et c'est un peu le problème qu'on a. Mais ceci dit, il faut qu'on soit là pour dire tout ça. Parce que de toute façon, par définition, les idées révolutionnaires ou les gens qui contestent un système sont minoritaires. Par définition, on est obligatoirement minoritaire parce qu'on est dans un système où la classe qui domine a largement les moyens d'imposer son idéologie, et on est d'ailleurs dans des rapports très, très clairs quand même d'idéologie dominante. Il suffit de voir le temps de parole, pas que pendant les élections, en temps normal, le temps de parole pour des gens d'en bas, hein, pour des syndicalistes, pour des militants politiques, pour des militants associatifs, écolos, le temps qui passe sur un plateau télé, comparé aux experts, aux pseudo-experts, à tous ceux qui nous expliquent que le capitalisme c'est super chouette, tous ceux qui nous expliquent que finalement ce qui est en place c'est très bien. C'est incroyable, mais c'est quoi? C'est 99% et 1%. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'on baigne dans des idées comme ça, et puis qu'en fait, c'est très difficile de faire exister ou de rendre crédible, en tout cas, l'idée qu'à un moment donné, il faut que ça pète et ça devra changer. Oui, comment vous expliquez que ça ne franchit pas le plafond de verre quelque part? Parce que vous dites justement, il y a un rapport de classe. Pour certains, c'est à leur intérêt, mais pour d'autres, il y a quand même près de 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Comment ça se fait que pour vous n'arrivez pas peut-être à réussir à entraîner avec vous ces personnes? Parce que on ne sait pas, on n'explique pas tout. Voilà, c'est comme ça. Il y a plein de choses. Comment ça se fait que Macron fait 30% alors qu'il fait pas campagne? Comment ça se fait que des gens qui se foutent de la gueule du monde en permanence arrivent à avoir des 30% en sondage? Comment ça se fait que des Le Pen ou des Zemmour qui détestent tout le monde puissent avoir aujourd'hui 35%? Voilà, il y a plein de choses qui sont inquiétantes. D'ailleurs, ça peut être aussi le problème de ce qu'il y a dans la tête des gens, le problème aussi de l'individualisme, le problème de réels préjugés contre les autres. Enfin, voilà, on est dans un monde qui est pas parfait, qui est loin d'être parfait, mais c'est pas pour ça que quand on a des idées ou des espoirs sur autre chose, on puisse pas se battre pour les défendre. Et après, c'est encore une fois l'élection, c'est hyper réducteur l'élection, parce qu'aujourd'hui, celles et ceux qui pensent que le monde est pourri, mais on nous dit quoi? Votez pour essayer de changer. Alors voilà, aujourd'hui, on en a un à gauche qui fait tout, qui dépense toute son énergie. C'est son seul argument maintenant, c'est de dire, regardez, votez pour moi, c'est moi qui vais tout changer à gauche. Et on pourrait y venir juste après.
et la pression qui est mise là-dessus, enfin même c'est délirant parce qu'en fait il n'y a aucune raison de croire qu'après Mitterrand, après Hollande ou après des tas de gens à gauche, on nous refait le coup du sauveur. Et c'est intéressant de discuter de ça. C'est comment quelqu'un qui était au PS pendant 40 ans, enfin pendant 30 ans, nous refait le coup du vote utile aujourd'hui, alors qu'on nous l'a fait dans les années 80-90, vous voyez. Et après, comment on se sort de ça, comment on arrive. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas confiance, la question du vote utile, tant qu'on n'a pas confiance collectivement, nous les opprimés, nous les gens d'en bas, et bien c'est vrai qu'on a plutôt tendance à se dire ah ben tiens on va déléguer d'autres à le faire, mais sauf qu'on s'en sort jamais puisque cet autre-là ne le fait pas, ou en tout cas la société elle est fichue de telle manière que c'est pas possible, quoi, que l'idée du changement c'est forcément sortir du système. Tant qu'on est dans le système, on ne pourra pas avoir des réponses à la crise sociale, humanitaire ou à la crise démocratique ou environnementale. Bonjour Monsieur Poutou, est-ce que vous comprenez que l'on puisse travailler dur, être riche et vouloir en faire profiter nos enfants? Je comprends pas bien la question. Ça veut dire qu'en fait, il y a des riches qui travaillent dur, c'est ça, hein, c'est ça que ça veut dire. En gros, il veut dire voilà, moi je suis riche, je travaille dur et j'ai juste envie de profiter de la vie. Ah ouais, mais nous on s'en fout de la richesse en fait, des gens riches on s'en fout complètement, mais alors, ça dépend ce qu'on entend par riche. Si c'est 4 000 € par mois ou 5 000 € par mois, c'est pas du tout notre problème. Le problème c'est ceux qui dirigent la société, ceux qui dirigent l'économie, c'est-à-dire en fait, ils sont connus, hein, ce sont les milliardaires, les gros milliardaires, enfin en France on les connaît à peu près, il y a un classement qui permet de les identifier dans la revue Challenge tous les mois de juillet et qui montre à quel point ces gens-là s'enrichissent. Ce sont des fortunes professionnelles qui deviennent des fortunes personnelles, ce sont des gens qui sont à la tête de grands groupes financiers ou des grands groupes capitalistes et voilà, donc c'est ça qu'on discute, c'est que cette richesse-là elle est indécente et elle est complètement illégitime parce qu'en fait c'est le résultat du détournement des richesses, c'est un vol de richesse et nous on parle de cette richesse-là et le capitalisme de toute façon c'est comme ça, il fonctionne comme ça et puis il le dit lui-même, hein, c'est le droit de s'enrichir sur le travail des autres. Il y a le distinguo avec ce monsieur, vous parlez justement des personnes. Ouais, parce que moi je pense pas que ce soit LVMH qui parle ou Dassault ou Bouygues ou Bolloré là, parce que nous on parle de cela. Mais pour vous on est riche à partir de combien par mois? On n'en sait rien, mais c'est ce que là nous on discute des ultra riches, enfin des milliardaires, de ceux qui possèdent les moyens de production, de ceux qui exploitent les autres. Après, est-ce que quand on vit bien à 4 000, 5 000, 7 000 € ou 10 000 €, c'est même pas ça notre problème. Et puis même le problème, c'est de discuter d'un système qui permet ça, qui permet l'enrichissement. Aujourd'hui, quand on calcule au bout de combien d'années on peut avoir 1 milliard d'euros dans la poche, ça fait peur parce que c'est complètement fou. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que à quoi ça sert d'ailleurs d'être aussi riche que ça? Ça sert tellement à rien qu'aujourd'hui ils en sont à planquer leur argent dans les paradis fiscaux. C'est 80 milliards de manque à gagner liés à l'évasion fiscale. D'autres vont dire que ça peut créer de l'emploi. Là, les multinationales licencient. Moi, j'étais à Ford qui fait des gros profits puis qui ferme ses usines. Et puis de plus en plus, il reste de moins en moins d'usines. Donc en fait, au contraire, la logique aujourd'hui des capitalistes, c'est de licencier, c'est d'être plus productif et d'empêcher justement tout développement de l'emploi et même d'aider à ce qu'il y ait une répartition du travail, de soulager le travail, de faire réduire le temps de travail. Non, le capitalisme. Mais il faut quand même vivre en partie l'économie. Non. Mais ils font vivre une économie capitaliste. Mais c'est marrant que vous me dites ça parce que il y a de plus en plus de pauvres, de plus en plus de chômeurs, de plus en plus de précaires. La planète elle est en train de se casser la gueule. Il y a la planète qui brûle et vous êtes en train de me dire oui mais quand même l'économie. Non, c'est de la blague tout ça. Il faut au contraire voir la réalité. C'est que la réalité, le capitalisme est en train de tout détruire et même tout devient archi dramatique. Un monde ultra militarisé, c'est la guerre et puis derrière on sait pas trop comment ça va évoluer. Donc on est en train d'essayer d'expliquer que ce système-là c'est un système de dingue et que la logique même ou les moteurs du système, ils poussent à aggraver les propres crises de ce système-là. Dès qu'ils ont une solution, ils aggravent. Et le GIEC, il répond quand même très bien. Et pourtant, le GIEC, c'est pas une organisation anticapitaliste. Hein. Le GIEC, ce sont des scientifiques qui sont en train de dire, mais regardez, on est en train de faire n'importe quoi. Et pourtant, tout le monde est au courant d'un peu des problèmes. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est d'essayer de créer cette logique-là. Et là, on est au-delà de la question de la richesse ou des riches. C'est qu'en fait, il y a un système aujourd'hui qui permet à ceux qui dirigent l'économie de faire ce qu'ils veulent. Voilà, s'ils veulent se faire du pognon sur la pétrochimie, sur les hydrocarbures, s'ils veulent polluer la planète, ils peuvent le faire parce qu'ils ont le droit, parce que c'est eux qui possèdent. Et il n'y a rien qui ne les en empêche. Et donc c'est ce système-là qu'on veut remettre en cause. Et on s'aperçoit que la richesse de ces gens-là, elle est de fait un détournement d'une richesse collective, parce que ça se fait en même temps que les services publics sont détruits, ça se fait en même temps que le nombre de chômeurs ou de précaires augmente. Et c'est facile à voir comment la misère des uns correspond tout à fait à l'ultra-richesse des autres. Et donc c'est un système qu'il faut remettre en cause. C'est pas un problème moral. Il faut combattre ce système. Et c'est ce qu'on essaie de discuter. Donc on n'est pas du tout dans un rapport de jalousie à l'égard des riches. Nous, ce qui nous
nous emmerde, en fait, c'est que les gens crèvent la dalle, ou des gens n'arrivent pas à vivre décemment, ils n'arrivent pas à se loger, ils n'arrivent pas à se soigner, et encore on est en France, si on discute de la misère qu'il peut y avoir sur la planète. Donc nous, notre problème, il est là. Et pour répondre à ça, pour permettre à ce que l'humanité vive correctement, il se trouve qu'il y a un système à changer, parce que ce système-là, il n'est pas en capacité, et c'est pas du tout en plus le problème du système de pouvoir répondre aux besoins sociaux et aux besoins humains. Alors il nous reste quelques minutes, on doit faire un petit peu plus court pour les prochaines questions. On peut regarder la question suivante. Alors là, c'est celle que j'avais commencé à lire tout à l'heure. Donc c'est Johan qui demande, ne pensez-vous pas que les luttes woke, LGBT, alors ECT, alors soit, etc. Voilà, parce que soit je connaissais pas, soit c'est dans etc. ne nuisent pas à la conscience de classe. Alors moi j'ai du mal avec le wokisme. Je sais que c'est une obsession de Blanquer notamment. LGBT, ça je sais très bien ce que c'est. Non, au contraire, il faut défendre. C'est la lutte contre les oppressions. Voilà, c'est la lutte pour l'égalité des droits pour toutes et tous. Nous on pense que c'est fondamental. Ça fait partie aussi de la remise en cause d'un système d'oppression, de domination. Donc la remise en cause du système capitaliste entre autres. Mais on sait que tout n'est pas lié non plus au capitalisme. Mais c'est fondamental, oui, qu'on puisse être solidaire de toutes les luttes qui dénoncent les oppressions, les discriminations. Donc là il y a LGBT, mais il y a aussi, on le sait, les personnes en situation de handicap qui sont discriminées. On sait aussi qu'il y a l'oppression du patriarcat, il y a le racisme, il y a tout ça. Et donc oui, ce sont des luttes qu'il faut mener. Et on pense que même ces luttes-là, on peut les articuler les unes aux autres. Et ça pose le problème de l'égalité des droits pour toutes et tous. La question de la démocratie directe, comment la population s'organise, se défend elle-même. Donc en fait, on a intérêt à être ouvert à tout ça et puis de voir comment on peut agir ensemble pour changer le monde. Le terme wokisme, justement, pour vous, il supplante les autres luttes ? Non, franchement, je sais pas du tout. Je suis incapable. C'est un terme pour vous que vous... Moi, je suis incapable même nous, on en a discuté des fois. Qu'est-ce que ça signifie vraiment voilà, on se prend pas la tête avec ça. On voit que c'est l'obsession de gros réacs comme Blanquer, mais nous, on discute pas comme ça. Là. Nous, ce qui est plus concret, c'est effectivement la lutte contre les discriminations, contre les violences faites notamment contre les homosexuels ou les transgenres. Et il y a quelque chose. Voilà, on est très sensible à ça. On est très solidaire de ces combats-là parce qu'on pense que là, c'est concret. C'est des luttes contre des discriminations et contre des oppressions. Après, le wokisme, franchement, je crois qu'il y a plusieurs définitions, mais je sais que du point de vue des dominants, c'est un peu toute la merde gauchiste, enfin, ce que je comprends. Et nous, on est là-dedans, mais bon, ouais, on assume. Je vous laisse voir la question suivante. Pour ou contre la comptabilisation du vote blanc? Ben oui, ouais, bien sûr, on est pour. Même si on n'a pas beaucoup d'illusions dans les élections, ça paraît fondamental effectivement de reconnaître ce droit de pas avoir à choisir. Voilà, quand on a plein de candidats à la con ou quand on n'est pas sûr des autres, ben qu'on ait le droit de dire ben non, j'en veux pas. Je choisis j'en choisis aucun. Et c'est mieux aussi peut-être que la démarche de l'abstention, parce que des fois l'abstention, il y en a qui sont mal à l'aise, parce que ça peut vouloir dire je m'en fous des élections. Voilà, donc la reconnaissance du vote blanc, oui, archi pour. Je vous laisse voir la question suivante. Pourquoi stigmatisez-vous les policiers? On stigmatise pas du tout les policiers. Je vois qu'il y a un drapeau bleu, blanc, rouge à côté de Politique France. J'imagine à peu près d'où ça peut venir. Mais non, on ne stigmatise pas la police ou les policiers. On pense que c'est une institution qui défend un ordre hyper injuste. Et voilà, et ça conduit la police à agir de manière très violente, comme par hasard, toujours du côté de la population, du côté des quartiers populaires, du côté des manifestants. Jamais du côté des capitalistes qui sont responsables de la misère. Donc on voit mieux comment la police elle agit. Vers quoi on lui dit d'agir. Comment on la réforme, justement, comment on évite les violences policières Nous, on est pour la dissolution de la BAC, on est pour la dissolution de la BRAV, tout ce qui est justement des corps de police qui sont directement dédiés à la répression. Voilà, et la répression, encore une fois, c'est la répression contre la population, contre celles et ceux qui sont soit considérés comme des ennemis intérieurs, soit considérés comme des affreux résistants. Et on est pour le désarmement de la police qui est au contact de la population, encore une fois, dans les manifs ou dans les quartiers populaires, on pense qu'il n'y a aucune raison que les policiers soient armés comme ils le sont. Et après, il y a question aussi de l'indépendance de l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale. Pour ceux qui nous regardent, c'est cet organe qui justement est là pour sanctionner les policiers, dont certains vont dire bon, c'est pas assez indépendant. Qu'est-ce qu'on fait justement quand il y a des abus, quand il y a des violences policières? Tout à fait. Il faut un truc de contrôle qui soit complètement indépendant de la police. Évidemment, ça paraît logique et ça paraît, mais c'est même un peu dingue qu'aujourd'hui on en soit encore là, que dès qu'il y a des enquêtes à mener sur des éventuels abus de la police ou c'est comprendre là où c'est un peu douteux, comme encore récemment la mort à Sevran du jeune de 33 ans. Là, on se dit mais qui mène une enquête de manière impartiale? C'est certainement pas des services de police. Donc il faut arriver à trouver des solutions. Donc ça pose ces problèmes-là. Mais après c'est aussi des sujets
sensible parce qu'en fait la police, on sait bien justement en quoi ça peut être un point d'appui pour le pouvoir. Et c'est là où ça pose un problème, c'est que si la police est un point d'appui pour le pouvoir, c'est forcément une institution qui n'est pas démocratique, parce que en fait ça devrait être un point sous contrôle de la population, puisque la police est censée défendre la population. Donc on ne devrait pas avoir une police dépendante du pouvoir, mais une police qui soit intégrée à la société, intégrée à la population et sous contrôle de la population. Vous parlez de désarmement de la police, vous parlez des armes létales ou non létales ou les deux? Toutes. Les armes qui font du mal, il y a des armes létales qui peuvent tuer aussi. Il y a eu la polémique pendant très longtemps sur le taser. Armes létales, pas létales. Des fois ça tue, mais c'est pas forcément considéré comme létal. Et puis des fois, même une matraque, ça peut tuer quelqu'un. Donc en fait, c'est surtout l'idée de répression physique, c'est surtout l'idée d'intimidation et de faire du mal aux gens. Aujourd'hui, la LBD, c'est pas une arme létale, mais bon, si c'est pour avoir le visage défiguré tout le reste de sa vie, si c'est pour avoir des problèmes psychiatriques après avoir pris un shoot dans la tête, oui, il faut interdire ces choses-là. On ne fait que manifester. On ne fait que défendre nos intérêts ou on ne fait que contester des inégalités. Là aujourd'hui, c'est la jeunesse corse qui se fait tirer à vue par des CRS, alors que la jeunesse corse, elle est en train de crier sa révolte contre, à la fois contre l'assassinat d'un de ses militants. Et d'un côté, il y a des policiers qui diront de se défendre face à des jets de cocktails Molotov et autres. Quel est le curseur? Le curseur, c'est que déjà la police n'a rien à foutre dans la rue quand il y a des manifs. Voilà. Déjà, on commence par ça. Après, on voit. Mais là, aujourd'hui, quand on manifeste, on est entouré de policiers. Il s'est rien passé, mais on est entouré de policiers qui contrôlent les papiers, qui nous interdisent de sortir des rangs et qui peut nous enfermer jusqu'au bout. Donc là, oui, ça, c'est complètement anormal. Il n'y a pas de justification d'une présence policière quand on manifeste. Soit il y a le droit de manifester, le droit de contester un pouvoir, le droit de contester les inégalités d'une société. Et à ce moment-là, s'il y a ce droit-là, on ne met pas la police dans la rue. Si jamais ça, pour une raison ou pour une autre, il y a des problèmes, on peut toujours imaginer qu'effectivement ça justifie l'intervention, mais au début d'une manif, c'est pas possible. Et là, on est dans une entrave claire du droit à la manifestation et on est même dans une volonté de provocation, parce que là, on est dans un rapport de provocation à des incidents et c'est ce qui se passe en fait. Et en Corse, il y a une manifestation, la jeunesse corse descend dans la rue, et les flics ils commencent à tirer et c'est des jeunes de 14 ans, 18 ans qui se sont pris des balles de LBD et c'était certainement pas des gens dangereux. On va passer à la question suivante. Quelles sont les différences entre vous et Madame Arthaud? Il y en a à la fois peu et pas beaucoup, et beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup aussi parce qu'en fait, ce sont deux courants révolutionnaires, effectivement, deux courants, on va dire, anticapitalistes avec l'idée qu'il faut, à un moment donné, un monde sans oppression, sans exploitation. Donc, on a ces points communs-là, mais après, on a des différences parce qu'en fait, on n'a pas du tout la même pratique militante et on n'a pas du tout même la perspective immédiate parce que nous, on est vachement sur l'idée de construire quelque chose d'unitaire, de se regrouper avec des camarades de la France Insoumise, même des écolos, enfin voilà, de se retrouver tous celles et ceux qu'on côtoie dans les manifs. On pense qu'il faut qu'on se retrouve ensemble. D'ailleurs, ça va être l'objectif de juste après l'élection, c'est qu'une fois qu'on a fait l'élection, il ne nous restera plus que la lutte et puis un parti de gauche radical à construire. Et voilà, c'est une vision beaucoup plus large que peuvent avoir les camarades de lutte ouvrière. Et puis après, on a des différences programmatiques. Hein. Il y a le nucléaire, il y a aussi, on est vachement investi dans les luttes féministes, les luttes LGBTI. Et LO, c'est pas le cas, quoi. On pense que toutes ces luttes-là, même environnementales, c'est hyper important. C'est aussi important que la lutte pour les salaires ou pour l'emploi. Et on est dans des conceptions militantes et dans des conceptions même de construction de partis qui sont pas les mêmes. Bon voilà. Et après, on a peu de rapports non plus. Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, ça ne nous gêne pas qu'il y ait la voix de lutte ouvrière et la voix du NPA dans cette élection. Vous évoquez l'unité, c'est l'objet de la question suivante qui revient notamment sur le vote utile qu'on évoquait tout à l'heure. Pas inciter vos électeurs à voter pour Mélenchon, sachant que vous ne serez pas au second tour. Chaque pourcentage compte pour la gauche. Voilà, et bien ça c'est de la blague quand on dit ça à 3 jours de l'élection. Il aurait fallu y penser avant ou s'en préoccuper avant. Mélenchon est parti tout seul. Qu'il finisse tout seul, ça paraît normal. Hein. Il a perdu ses alliés, le PC quand même. C'est quand même une sacrée connerie. Après, qu'ils se démerdent entre eux. Et puis Mélenchon, la France Insoumise ou les Verts et des fois le PS, ils apprennent à gouverner ensemble dans les régions, dans les départements ou dans les villes. Bon, et il y a un moment donné aussi, c'est plus le problème qui est de leur propre contradiction. Mais le risque enfin, je rappelle quand même que le courant révolutionnaire n'a jamais été ni avec le PS ni avec la gauche réformiste, et qu'il faut pas faire comme si on découvrait un problème. Et il faut se rappeler qu'en 74, en 81, en 88, le PS nous expliquait qu'il fallait voter utile et qu'il fallait voter PS parce que c'était le PS qui allait sauver tout le monde, que c'était le PS qui serait le barrage au Front National. Alors aujourd'hui, Mélenchon, qui est un ancien du PS d'ailleurs, qui a pratiqué le vote utile pour le PS il y a
quelques années, il nous explique que maintenant le vote utile c'est lui. Et je pense qu'on a des raisons de dire que le vote utile, ça peut être aussi un vote très inutile, que ça peut être un vote très inefficace. Et alors en fait, chacun fait comme il le souhaite, il n'y a aucun problème, mais on pense qu'il faut respecter aussi des courants comme les nôtres, il faut respecter des partis comme les nôtres qui expliquent qu'en fait, ce qui va compter, ça sera nos luttes et qu'on a intérêt à se concentrer là-dessus. Et cette gauche divisée, est-ce que c'est pas le risque justement de voir ce que la gauche dénonce, impossible, Macron-Le Pen au second tour? Mais la gauche, elle a été au pouvoir et elle a trahi. Elle a trahi. Donc est-ce que c'est mieux d'avoir... On parle de quelle gauche? Mais est-ce que pour vous, c'est mieux donc d'avoir Emmanuel Macron ou Marine Le Pen que Jean-Luc Non, Mélenchon? on discute pas de ça. On discute que l'issue, elle sera pas dans les élections. Et ça fait combien de temps? Vous êtes jeune, vous n'avez pas l'expérience, mais moi, j'ai des souvenirs de cette PS qui disait votez pour nous, ça va faire mal et tout ça. Et puis le PS, il nous a flingués. La loi travail, Jospin, les services publics, Mitterrand, enfin, c'était les premières vagues de licenciement. Et si on vous entend, ça veut dire que ce soit Macron... Non, c'est pas ça qu'on dit. Il faut arriver à comprendre, on pose un autre problème. C'est que pour changer les choses, il va falloir qu'on se batte dans la rue. Le combat contre l'extrême droite, c'est pas au niveau électoral. Le combat contre le capitalisme, c'est pas dans les élections. Parce que le pouvoir, c'est pas le président de la République qui gère tout. C'est qui gère les multinationales? C'est qui licencie tous les jours? Parce qu'à chaque fois que l'État nous dit, moi j'étais à Ford, donc ça ferme. Nous, on fait appel à l'État. Vous pouvez pas nous aider? Ah non, on n'y peut rien. Propriété privée, Ford fait ce qu'il veut. C'est ça qu'on nous dit. Et le président qui va arriver derrière, ça changera rien. Donc c'est soit on remet en cause le système, la société, et c'est ça qu'on essaie de discuter. Et la remise en cause de la société ou du système, ça passera par une mobilisation populaire, ça passera par des luttes. Et c'est ça qu'on essaie d'expliquer, de pas trop perdre son temps à chaque fois à ces choses-là, parce qu'on se fait avoir. Et le vote utile, c'est aussi quelque chose de très piégeux. Donc après, chacun fait comme il le sent de ce point de vue-là. Donc nous, on est là pour dire des choses que Mélenchon ne dit pas ou que d'autres ne disent pas. On pense qu'on a cette utilité-là de poser des problèmes, de discuter que la fonction présidentielle, c'est antidémocratique, de discuter que la véritable démocratie par en bas, c'est à construire et d'essayer de réfléchir comment on le construit. Vous voyez, on essaie de défendre des perspectives politiques qui sont pas exactement les mêmes. On essaie de convaincre, évidemment, et on essaie de montrer que la gauche radicale, elle a plusieurs visages, elle a plusieurs idées, et en fait, on est en démocratie, en réalité, parce que là, c'est le discours complètement antidémocratique, c'est que c'est la gauche elle-même qui explique à d'autres de gauche de se taire et de s'effacer, alors que justement, c'est toujours pareil, ce sont les politiciens professionnels qui expliquent à des ouvriers comme nous, ou à des gens d'en bas comme nous, de disparaître du seul moment où on peut justement arriver à exister politiquement et à faire entendre des idées comme les nôtres. Donc c'est un peu un problème aussi de non-respect et c'est problématique pour la suite parce que ça crée des conditions pas saines pour le débat public dont on a besoin aujourd'hui au sein de la gauche. Je voulais voir justement la question suivante qui prolonge ce qu'on disait. Bonjour Monsieur Poutou. Dans le cas probable d'un second tour opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen ou à Jean-Luc Mélenchon, pour qui faudra-t-il voter selon vous? Bon, là, il y a deux cas de figure complètement différents. Le Pen-Macron, on connaît, on l'a déjà vécu en 2017 et on n'avait pas voulu, on choisit pas entre l'extrême droite et puis la droite ultralibérale. Vous, c'est pareil? Vous, c'est exactement du même niveau? Non, on ne choisit pas. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est pareil, mais on ne choisit pas. On ne choisit pas entre une extrême droite dont les idées sont dangereuses pour nous, mais on ne choisit pas non plus avec un Macron qui a fait la démonstration qu'en fait, il a pas mal d'idées d'extrême droite parce que réprimer les gilets jaunes comme il a fait, je pense que c'est digne d'un pouvoir d'extrême droite. Et s'attaquer aux migrants comme ils l'ont fait, je pense que c'est digne des idées d'extrême droite. S'attaquer aux conditions sociales et tout ça, c'est aussi digne de tout un ultralibéralisme ultra-violent. Et nous, on pense qu'on n'a pas à choisir entre cette version-là et l'autre version et que par contre, c'est d'essayer de discuter que la perspective politique, ça sera bien de trouver des moyens de résistance et des moyens de lutte, mais c'est pour ça qu'il faut voir aussi comment on peut reconstruire le mouvement social et comment on peut reconstruire des outils politiques qui permettent aux opprimés de se défendre. Après, le cas de figure, Macron contre Mélenchon, on votera Mélenchon. Là, on fait la différence. On fait la différence, même si on n'est pas d'accord sur plein de choses avec Mélenchon, même si on n'est pas d'accord sur des perspectives politiques, n'empêche qu'il n'y a pas photo entre le programme de Mélenchon et les bases militantes qui sont derrière Mélenchon. En plus, ce sont pour beaucoup des camarades. Donc là, c'est le vote Mélenchon contre Macron, en sachant qu'il n'y a quasiment aucune chance, puisque le rapport de force électorale ne permet pas d'imaginer que Mélenchon puisse gagner. Mais en tout cas... Vous, l'élection de Macron l'est déjà acquise pour vous? Moi, je lis les sondages, voilà, et tout le monde le sait, tout le monde pense que... Alors, on n'exclut pas, il peut y avoir une grosse surprise, et on ne serait pas gêné par la grosse surprise, évidemment. Mais là, vaut mieux discuter un peu de ce qui est le plus probable. Et ce qui est le plus probable, c'est que Macron continue à l'emporter. Et donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il faut discuter dès maintenant de comment on se prépare à la suite, comment
moment on mène les batailles, parce qu'en fait, on aura besoin de se battre contre la retraite à 65 ans et contre toutes les attaques que Macron ne manquera pas de faire, parce que là, il va se sentir hyper libre et ça va faire très mal. Donc, on a ce problème-là de comment on va se défendre. Mais après, donc oui, on vote Mélenchon contre Macron, mais en sachant bien aussi que même si Mélenchon a rectifié son discours, parce qu'il avait dit dans un premier temps, votez pour moi, ça économisera les manifs. Et là, il s'est aperçu que c'était une grosse connerie de dire ça. Et donc maintenant, c'est qu'il y aura, il dit, bon, votez pour moi, mais ne lâchez pas, même si c'est nous, ne lâchez pas, il va falloir se battre. Et oui, il va falloir se battre. Et c'est toute l'importance aussi de la démocratie directe, ou en tout cas du fait qu'on prenne nos affaires en main, qu'on fasse de la politique nous-mêmes. C'est un peu tout ça qu'on veut défendre, quoi. Merci beaucoup, Philippe Poutou. Merci à vous. Merci.